Dernière présentation de la matinée qui ouvre un peu aussi ce qui est prévu pour la suite là. Hossein Jafarian sur le suivi vidéo du bois flotté. Donc, on n'en est pas encore là sur Génitia, mais on s'approche à grands pas. Hossein. Merci Hervé, merci tout le monde pour participer. Thank you everybody. Merci à tous. On va changer un petit peu de la partie technique. On va partir d'un aspect technique. Je vais vous parler en fait de techniques possibles pour les suivis des bois flottants. Je suis Hossein Jafarian, je suis doctorant à l'ESS Lyon, je suis ingénieur recherche et développement à la société GeoPK et donc nous allons développer des techniques dans les rivières pour que ces techniques soient autonomes et automatiques. D'autres collègues ont parlé de ce bois comme source de danger. Ces bois flottants, la question c'est d'où viennent-ils, combien y a-t-il de camps et voilà, quand est-ce que ça arrive. Et pour répondre à cette question, il y a plusieurs techniques. Par exemple, on peut faire de l'imagerie satellite, des visites sur site, on peut un marquage au GPS ou RFID et on peut faire du suivi vidéo. Avec la vidéosurveillance, ça devient quelque chose d'intéressant. D'abord, elle est bon marché. Nous avons des caméras, des unités de transmission et des unités de détection, par exemple. Et c'est permanent, c'est-à-dire qu'on peut enregistrer toute la journée. Récemment, on a pu modéliser des données durant la nuit. En nocturne, c'est tout à fait intéressant. En 24/7, on peut enregistrer les données pendant les inondations, même si on n'a pas accès à la rivière. Et nous pouvons, en plus, c'est un système autonome. Et enfin, il est possible d'extraire énormément d'informations différentes. La quantité de bois, bien entendu, l'effet de l'écoulement, les flux de bois et les caractéristiques de ces bois, sa vitesse, sa taille, sa position, etc. Comme je vous l'ai dit, la vidéosurveillance contient trois parties principales. D'abord, les caméras qui vont collecter la donnée. Ensuite, il faut stocker les données sur site pour les transférer à une unité de détection. Et cette détection est un ordinateur tout à fait normal. Et aujourd'hui, ça c'est moi, dit monsieur, qui détecte le bois. Mais notre idée, c'est d'enlever l'opérateur et de fonctionner totalement avec un système autonome. À l'heure actuelle, nous avons 4 sites en France, dans l'Allier 1, Génitia et l'Isère. L'Allier 1, le Génitia et l'Isère, pardon. Nous avons développé nos caméras dans différents bassins. Nous allons Valserine, l'Arta, Taninges, etc. Et nous pouvons également avoir beaucoup de statistiques de ce point de vue. Mais la partie la plus importante sur ces bassins versants, pour moi, c'était la rivière Ar, parce que c'est là qu'on avait l'Ain, la rivière de l'Ain. C'est là qu'on avait la plus grande base de données. On enregistre ces données depuis 2007 et nous avons une énorme base de données disponible. Ainsi, ici, je vous donne un exemple de détection du bois. Nous avons extrait des événements de 6 jours sur cette rivière de l'Ain. Il nous a fallu 1 mois pour les détecter manuellement. Vous savez, on s'assied devant l'ordinateur, on les détecte. Mais en détectique, c'est avec un ordinateur tout à fait normal, bon marché, disponible dans le commerce. On peut le faire en temps réel et avec un ordinateur on peut détecter tout ceci en moins de 2 heures. Mais pour cela, et bien sûr, nous avons besoin d'un logiciel. Il nous faut un logiciel et nous avons déjà des logiciels qui peuvent détecter des morceaux de bois et nous avons publié un article à ce sujet. Ce logiciel est développé par Pierre Lemaire et il a publié un article à ce sujet. Il peut détecter des morceaux de bois de façon automatique, mais en parallèle.
nous avons eu malheureusement beaucoup de détections erronées. Donc, les performances du logiciel n'étaient pas suffisantes. Et par exemple, on ne peut pas faire tourner ce logiciel le modèle en temps réel. Donc, nous avons introduit deux objectifs principaux pour nous. D'abord, développer une étape de post-traitement pour éliminer les fausses détections. Et ensuite, nous voulons faire tourner un logiciel en temps réel. Pour le premier objectif, je vais d'abord vous expliquer deux éléments principaux, deux notions. D'abord, le taux de précision et le taux de rappel. Imaginez il y ait différentes possibilités dans un logiciel. Nous avons des morceaux de bois que le logiciel peut détecter. Et ils sont dans une détection et ils sont corrects, ils sont des positifs, vrais. Et nous avons des éléments détectés, mais qui sont par exemple des remous, hein, des crêtes de remous. Donc, il faut les indiquer en fausse positive. Donc, tout dans cette zone sont détectés par logiciel. Certains sont corrects, d'autres sont faux. Et de plus, nous avons des morceaux qui sont dans la rivière, mais le logiciel ne peut pas les détecter. Donc, ce sont des faux positifs ou des faux négatifs. Pardon, des faux négatifs. Donc, pour calculer les performances de ce logiciel, nous avons introduit deux paramètres, la précision, à savoir que combien de ces éléments sélectionnés sont corrects. Et nous avons également le taux de rappel, c'est-à-dire combien parmi les éléments éléments détectés, combien ont été détectés par le logiciel. Pour que le logiciel soit fiable, c'est la précision et le taux de rappel doit être le plus haut possible. Dans des rivières, il y a différents paramètres qui vont intervenir, bien sûr, qui vont réduire les paramètres. Par exemple, nous avons des vagues, des remous, nous avons le reflet du soleil, hein, ou des reflets de brouillard, et nous avons parfois une absence de lumière, une absence de luminosité. Nous avons fait tourner le logiciel pour la première fois et le rôle on voulait 64% de précision, on a eu un taux de rappel de 50%, ce qui nous montre que le post-traitement est absolument nécessaire. J'ai alors développé une procédure de post-traitement pour augmenter le taux de précision. Nous avons différentes caractéristiques de bois. Par exemple, ici, différentes caractéristiques, soit de bois, optique ou différents paramètres. Ici, l'état optique, nous avons des vagues ici qui sont des rugosités claires. Ensuite, on a des rugosités foncées que l'ordinateur peut détecter comme éventuellement des bois flottés. Et nous avons également un écoulement lisse qui est l'idéal pour détecter le bois. Nous avons également la dynamique du bois. Ici, ce bois vient d'ici, il se déplace à différents endroits et il sort de ce cadre. Donc, on a une vitesse, position dont nous pouvons utiliser pour post-traiter les données. Et enfin, nous avons la taille et la position de la pièce de bois, du morceau de bois. Regardez ici, près de la caméra, on pourra détecter des petits morceaux, mais à distance, on ne peut détecter que les gros bois flottants. Ensuite, on fait tourner l'ordinateur tout d'abord et nous avons 64% de précision. Puis ensuite, en tirant avantage de 14 paramètres qui ont été calculés sur la rivière, qui sont la caractéristique du bois, la dynamique de ce bois, l'hydraulique d'écoulement, par exemple la vitesse, la coloration, l'hydraulique, hein, le comportement rhéologique et bien sûr l'état optique. Et ensuite, nous atteignons 85% de précision en tirant avantage le principe d'un module à réseau neuronal. Et donc, nous formons le logiciel et il peut décider si cette pièce de bois est une vraie positive ou une fausse positive. Et avec 85% de précision,
on peut distinguer entre ces deux détections. Et avec une très faible annotation rapide, je veux dire, on a des données, 14 ans de données sur ces rivières, donc tout ce que l'on fait aujourd'hui, ce sont annoter manuellement d'autres données peuvent augmenter la précision à 99%, simplement en annotant certains des éléments dont nous disposons, qui nous donnent une meilleure possibilité de détection. Après cette section, nous avons une très bonne précision du logiciel. Donc ensuite, nous voulons également augmenter le taux de rappel, les morceaux qui étaient dans la rivière, mais que le logiciel n'a pas détecté. Et il a fallu donc comparer la détection avec des annotations d'opérateurs. Donc, nous avons des événements qui ont déjà été annotés par les opérateurs, le docteur Janji, par exemple. Et ici, on peut voir la distribution des morceaux de bois en bleu qui sont extraites par un examen visuel et manuellement. Et si on va voir si la détection de bois flotté se fait par le logiciel. Et vous pouvez voir que le logiciel ne va pas détecter les plus petits morceaux. De plus, ces numéros que l'on voit ici, les annotations de l'opérateur, généralement, sont 2 fois supérieures à la détection par logiciel. Encore une fois, si on tire avantage de ces données et en les comparant, nous pouvons modéliser, prédire les éléments, les morceaux dans la rivière que ne pouvait pas faire le logiciel. Et en produisant ces données, on a un taux de récupération de 99%. Je vais vous expliquer ici dans l'étape suivante. À la premier objectif, ici, nous avons développé une étape de post-traitement pour augmenter la précision et le taux de rappel. Et nous avons maintenant une très bonne précision, un taux de rappel. Mais je vous ai dit que là, 99%, c'est énorme, mais sur la base de toutes les données dont nous disposons, je vous l'ai dit, nous avons 14 années de données. J'ai extrait 4000 faux positifs et 4000 faux négatifs. Donc 8000 et de façon aléatoire, et je les ai vérifiés et j'ai observé qu'après toutes les étapes, nous avons 99% de précision et de taux de rappel. À la fin de cette étape, nous avons de la détection avec la distribution. Nous avons avec très bonne précision et taux de rappel. L'étape suivante, après avoir développé un logiciel fiable, c'est de faire tourner ça en temps réel, faire tourner le logiciel en temps réel. À l'heure actuelle, nous avons un module de détection que je vous ai montré, qui peut détecter des morceaux des bois flottants, des faux positifs ou des faux négatifs. Ensuite, on tire avantage de ce module de post-traitement. Je prends les réseaux neuronaux et d'autres méthodes de post-traitement. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais avec le module de post-traitement, nous pouvons décider entre des vrais positifs ou des faux positifs. Par exemple, si le réseau neural nous donne 89% de précision, on peut être pratiquement certain que c'est un morceau de bois. Et si ça nous donne 5% seulement de précision, on peut être pratiquement certain que c'est une fausse positive, un faux positif. Et avec toutes ces étapes prennent moins de 1 centième de seconde, ce qui veut dire que à partir de ce logiciel, entre le moment de la détection et la prédécision, c'est très court, on peut travailler pratiquement en temps réel, mais il faut faire attention qu'il faut préparer cette étape de post-traitement qui prend du temps. Il faut 1 à 2 mois pour préparer le réseau neural, les matrices, etc. Mais une fois que toutes ces matrices et toutes ces étapes sont prêtes, il faut ensuite 0,01 seconde, 1 centième de seconde, pour déterminer si ce morceau de bois est un vrai positif ou un faux positif. Et ensuite, nous pouvons développer ces 2 éléments
ajouter ces deux parties au module de détection et on peut faire tourner ce module en temps réel. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour des questions, commentaires. Merci. Merci beaucoup, Hossein. Donc, tu n'as pas eu de problème technique, tout s'est déroulé facilement. Yeah, finally. J'ai pas de problème, en fait. J'ai changé de source de l'Internet. Oui. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions par les uns et les autres sur ces techniques-là? Donc, qui ont été développées à la station de Chazay-sur-Ain, hein, puisqu'on a une station vidéo qui fonctionne depuis 2007. Et l'idée, notamment, c'est de l'appliquer, d'installer des caméras à l'amont de Génissia pour mieux maîtriser le flux de bois en fonction des affluents. Et il y avait notamment une question de Nicolas Rabin. Tout à l'heure, on n'a pas pu répondre lors de l'intervention de Ravière. Est-ce qu'il y a une corrélation entre les différentes études, notamment l'observation vidéo du flux que j'ai évoquée en introduction et l'étude des isotopes? Et est-ce que c'est envisagé? Actually, I cannot extract the Je ne peux pas, moi, extraire les caractéristiques chimiques des bois, mais je peux vous donner précisément la quantité de bois qui passe dans chaque sous-bassin. Donc, si nous avons une caméra et un endroit sur l'Algérie et l'autre sur l'Arve, et on va les installer, donc Val-d'Orine, on peut vous donner une indication des quantités de bois qui viennent de chacun des bassins versants. Chacun des bassins, ça, on peut le faire. Voilà, c'est la seule information que je peux fournir. Et bien sûr, les bois, la longueur de chaque bois dérivé, chaque bois flottant, ce qui va lui permettre peut-être de distinguer entre ces deux ressources de bois. Et c'est ce que je peux extraire comme données, c'est tout. Oui, je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir pour compléter, Virginia ou Ravière? Yeah, like actually I read these. Oui, en fait, j'ai lu les questions. Une fois que tous les systèmes seront mieux développés, plus détaillés, et ce sera peut-être plus intéressant pour moi de les étudier dans mon projet. Je pourrais essayer de combiner les deux sources d'information, effectivement. Mais il y a une chose à laquelle je réfléchis. Nous avons réfléchi à ces questions et trouver une corrélation entre ces deux, mais on peut extraire les volumes de bois qui viennent de chacune des sections des bassins versants. Si, par exemple, dans l'inondation, nous avons plus de bois venant d'une zone spécifique, d'un sous-bassin spécifique, alors nous savons que la plupart de ce bois de Génissia vient, par exemple, mettons Valzorine. Et ensuite, si nous pouvons extraire déterminer l'aspect chimique de ces bois de Génissia, nous pourrons trouver une bonne corrélation de bonnes caractéristiques chimiques venant de chaque section et nous pourrons avoir peut-être plus de données, des données plus précises. Si on sait par exemple que sur une inondation spécifique, les bois viennent d'un sous-bassin spécifique, par exemple. Mais si je peux ajouter quelque chose, je dirais que l'objectif pour Ravière serait de nous donner une meilleure idée de l'échelle des bassins versants de chacun, donc de la Valzerine ou d'où vient spécifiquement le bois. Si on installe des caméras, bien sûr, ce sera une information clé parce que nous saurons quelle affluence apporte plus de bois, mais on ne saura pas d'où vient ce bois de l'Arceline. Donc, Ravier combine les ratios isotopiques et les compositions chimiques pour véritablement déterminer de façon plus détaillée l'échelle spatiale de l'origine des bois. L'idée étant de combiner, encore une fois, l'ensemble des approches parce que avec ce type de méthode, ceci va nous donner différentes informations. Si on peut tout combiner, on aura les meilleurs résultats.
pour le premier ordre d'amplitude, de magnitude, quel affluent apporte le plus de bois. Les caméras seront certainement utilisées pour valider ce que Javier étudie, mais examine, mais ensuite, il pourrait aller une étape plus loin et dire oui, dans le chemin bassin, ce bois vient de plus en amont ou d'un sous-bassin spécifique. Je pense effectivement qu'en utilisant les caméras, on peut valider vos études pour les premières étapes, pour extraire les caractéristiques. Et dans l'étape suivante, on peut être indépendant et l'on peut prédire d'où elles viennent, effectivement. Une question de Nicolas Rabin. Je pense que c'est peut-être une question pour toi, Virginia, sur en fait les algorithmes que l'on peut utiliser pour la détection vidéo. Nous faisons également à Lausanne en collaboration avec Hervé et à Lyon, nous avons un thésard qui travaille sur le développement de logiciels avec un logiciel d'intelligence artificielle pour détecter et suivre les bois. Il utilise une approche similaire de celle qui a été utilisée pour faire le suivi des plastiques dans les rivières. Et c'est une approche un peu différente et différente que celle que Hussein vient de présenter. L'idée, c'est que, bien entendu, nous collaborons et nous combinons nos activités, nos efforts. Nous installons également des caméras dans certaines rivières en Suisse, dans lesquelles nous avons également des informations qui viennent des bois, donc on travaille avec les radiotransmetteurs et on marque les morceaux de bois, enfin les débris. Ce sont des méthodes en cours et c'est quelque chose que nous allons développer. Voilà. Pour ajouter ce que vient de dire Virginia, ici dans ce logiciel également, dans ces modalités, nous tirons avantage de l'intelligence artificielle pour former notre logiciel à 14 différents paramètres que j'ai expliqués pour décider s'il s'agit d'une réflexion sur l'eau, du soleil ou est-ce que c'est du bois. Oui, nous tirons avantage de ces nouvelles techniques et nouvelles technologies pour la prise de décision sur ce que nous détectons dans l'eau. Merci beaucoup pour ces réponses-là. Virginia, tu as dit que sur le lac Léman, il y avait une drôme ou là aussi à l'embouchure du Rhône, il y avait du bois qui était stocké. Sur le Rhône suisse. At some part, yeah, it's basically located C'est situé à l'entrée du Rhône en amont. Hein, donc, lorsque le Rhône alimente le lac de Genève, le lac Léman, ils installent parfois des drômes, pour empêcher ce bois de se répandre sur et dans le lac pour éviter tous les dégâts, notamment pour les problèmes de navigation. C'était ça votre question, hein? Oui, oui, oui. On a bon. Et c'est très localisé, c'est très localisé. Ça dépend en fait du flux de Rhône du côté de Vervet également. Donc du côté de Vervet également, ils ont parfois ils mettent ces drômes, ces barrières pour simplement bloquer les bois à proximité des rivières, des berges, ce qui facilite l'extraction. Dans le lac de Genève, comme vous savez, est très étendu. Mais dans les lacs, ils agissent également comme des réservoirs. En fait, on pourrait utiliser le bois qui vient des lacs, comme on le fait pour Génitia, par exemple. Les volumes de stockage, tu ne sais pas?
we really don't know. This is something Non, on to ne sait look pas. C'est quelque chose qui mérite d'être examiné, certainement. Mais c'est difficile à évaluer parce que le réservoir de Gélicia est assez petit. Le bois est extrait directement sur site et par les mêmes personnes. Alors que le lac de Genève, il y en a tellement. Il y a tellement d'acteurs qui interviennent. Ça dépend de quelle ville, quelle municipalité intervient, gère la berge du lac. Hein, disons, ils peuvent extraire le bois à différents moments, stocker le bois à différents moments. Donc, voilà, on est sur une autre échelle là. Mais certainement, ça, c'est tout à fait. Ce serait intéressant à étudier les quantités de bois qui arrivent, certainement, parce qu'il y a en amont, le Rhône est très actif également. Génicia constitue véritablement un site expérimental un petit peu exceptionnel du fait qu'on puisse accéder au matériel et que enfin, rien ne passe. Alors que dans beaucoup d'ouvrages, en fait, une partie du bois passe, et notamment au moment le plus critique, c'est pendant les périodes de crue où en fait le barrage est ouvert, quoi. Donc, de ce point de vue-là, j'ai rarement vu des sites de ce type-là où un tel travail pouvait être conduit. Si on fait la synthèse un peu des 20 ans, 23 ans, je pense que sur le flux de bois, on a bien avancé et on voit qu'on peut détecter quasiment peut-être en temps réel d'ici 1 an ou 2 le flux de bois, au moins sur l'un. Et donc tout l'enjeu, c'est de l'appliquer maintenant sur un réseau de caméras à l'échelle de bassins versants. Donc on a fait le choix, on espère pouvoir travailler d'une part à l'amont de Génitia et d'autre part sur le bassin de la Loire avec d'autres partenaires pour pouvoir comparer des situations différentes. Et Virginia a montré également qu'en Suisse, elle commençait à déployer de nouvelles caméras. Donc on arrive au moment de la diffusion en fait de ces techniques et voire même de leur commercialisation en dehors du domaine de recherche, puisque Hossein va se charger de ses développements avec la société et la commercialisation avec la société GOPK. Un des grands enjeux maintenant, c'est de vraiment investir massivement sur l'origine du bois. Donc jusqu'à maintenant, on a fait des échantillons, mais ils étaient bien souvent, avec les moyens qu'on avait, insuffisants. Et donc, on a testé des techniques. Et dans les 2 ans qui viennent, avec notamment la thèse de Ravier, c'est vraiment de pouvoir étudier plusieurs événements avec suffisamment d'échantillons, en multipliant les approches, à la fois l'approche isotopique, la concentration en métaux, l'approche taxonomique, de manière à vraiment s'approcher des zones contributrices. Et pour pouvoir renforcer en quelque sorte ces approches-là, l'analyse vidéo qui nous dira, bah oui, le flux vient bien de la valserine et les indicateurs nous disent bien que c'est la valserine, on aura donc une convergence en quelque sorte d'approches pour faire en sorte que ces résultats sont robustes. Et donc après plusieurs années de tests, on arrive vraiment à un moment un petit peu exceptionnel de pouvoir toucher du doigt cette origine des bois. Et je ne crois pas que ce soit abordé ailleurs actuellement dans le monde avec cette finesse-là. Peut-être Virginia a d'autres sites en tête, mais il me semble que c'est bien le sol. Monsieur Piéguet, Nicolas Rabin, pardon, je pose beaucoup de questions ce matin, mais du coup, le sujet m'interroge, donc j'en profite. Une des questions qui me trotte dans la tête, là, c'est sur les 23 ans d'études, là, est-ce qu'il ressort des tendances, ou en tout cas, on va dire des crues génératrices, en fait, de flux de bois, on va dire à partir d'un certain seuil de crue? Est-ce qu'on peut considérer que, bah, voilà, une crue, je ne sais pas moi, centenale, ou on est sûr qu'il y aura un volume de bois conséquent qui sera généré, peu importe la provenance, hein, vraiment sur la typologie. Est-ce qu'il y a une sorte de typologie de crue qui pourrait être
caractériser le flux de bois qu'on pourrait attendre en fait? Je dirais il y a deux approches là. Enfin, il y a deux stratégies. Il y a la stratégie du volume d'une crue exceptionnelle. Et je pense que Virginia, elle a notamment montré un graphique qu'on pourra reprendre. Mais si vous avez une crue plus que centenale, on sait qu'en fonction de la taille du bassin versant, des caractéristiques des bassins que l'on a, on a un maximum. Et donc, on peut comparer à partir de cette analyse de métadonnées, on peut pouvoir comparer finalement le caractère exceptionnel ou pas en termes de production de bois. C'est une des voies, et grâce aux données suisses notamment, que l'on peut aborder. Sur Génitia, par exemple, les gros volumes que l'on a observés jusqu'à maintenant, ils sont très en deçà d'un maximum théorique que l'on peut calculer. Donc ça, c'est pour la question du traitement des crues exceptionnelles, ou à quel volume on peut s'attendre si on a une crue exceptionnelle. Maintenant, si on vient sur des crues plus courantes entre la Q2 et mettons la Q10, eh bien, c'est quelque chose qu'on peut faire aujourd'hui sur la basse vallée de l'Ain, puisque peut-être Hossein pourra en parler, mais on a plusieurs dizaines de crues. Et donc, on sait notamment que le débit critique d'arrivée de bois, hein, si on utilise des termes qu'on a en hydraulique, le débit critique d'arrivée, de mise en mouvement d'arrivée du bois, il varie selon les crues. Et il varie selon les crues en fonction d'une préparatoire qui est plus ou moins longue. Et on pense également que des épisodes de vent peuvent jouer un rôle important de production de bois. On a vu sur l'Ain, par exemple, que généralement, on est à 0,7 débit plein bord, hein, en fait, le débit critique, 450 mètres cubes, je crois, secondes, si je me rappelle bien. Mais quand il y a un épisode de vent, le débit critique, on l'a à 100 mètres cubes secondes. Donc, oui, ça, c'est des phénomènes qu'on peut matérialiser et qu'on peut essayer de prédire également. Il y a d'autres modèles qui sont développés actuellement, et notamment pour prédire le flux de bois pendant la nuit et la quantité totale de bois qui transite pendant un événement de crue. Donc, c'est vraiment les deux stratégies, et je pense qu'il faut les séparer. Quel est grosso modo le flux auquel on peut s'attendre pour des événements, disons, courants à moyen, et puis le traitement des crues exceptionnelles et l'estimation d'un volume que l'on va devoir gérer si on a ce type d'événement-là. C'est deux, à mon avis, c'est deux stratégies différentes et qui se complètent, et pour lesquelles aujourd'hui on commence à avoir des éléments. Ouais, merci pour ces éléments de réponse. Effectivement, du coup, l'aspect prédictif du volume de bois, je pense que c'est un élément assez important, notamment dans la gestion des retenues et des barrages. S'il arrive à avoir cette capacité-là de prédiction, ça peut être, à mon sens, assez intéressant. And also in continuing to what Hervé say, actually, Pour continuer par rapport à ce qu'avait dit Hervé, dans une autre étude, nous modélisons le bois selon l'hydrographe de l'inondation. Donc, nous avons plus souvent des inondations telles que Q2, Q5. Donc, nous faisons les corrélations entre les déversements des flux d'un côté et, par exemple, le niveau de l'eau qui augmente, ou le temps depuis que nous avons eu une inondation de ce type. Par exemple, pendant une année, on n'a pas eu ce type d'inondation, donc cela peut être un paramètre important. Donc, on le nourrit de différents paramètres, et en formant le logiciel, on l'a fait pour notre rivière et nous avons obtenu d'excellents résultats. Et donc, en ce faisant, nous pouvons prédire
ce que nous avons sur la rivière. Il nous faut juste des statistiques pour pouvoir former le logiciel et ensuite nous pouvons faire des prévisions selon l'hydrographie des inondations que nous pouvons extraire facilement des informations du site, comme vous le savez. Peut-être que je pourrais partager encore mon écran. Je souhaiterais illustrer cette problématique, puisque comme nous l'avons dit, est-ce que vous voyez l'écran? Comme nous l'avons dit, la question, c'est la disponibilité du bois. Donc, je suis désolée, ces graphiques sont en allemand, mais ici, nous avons le bois qui est transporté. C'est d'une rivière en Suisse que nous surveillons. Et donc, ici, nous avons du bois flotté. Est-ce que au cours du temps? Et donc, nous avons eu deux inondations consécutives dans l'espace de quelques jours. Et ici, lors de la première inondation, il y a eu beaucoup de bois flotté. Alors que lors de la deuxième inondation, le flux a été beaucoup plus élevé, mais la quantité de bois flotté était beaucoup plus faible. Ça, c'est parce que la plupart du bois qui était disponible dans la rivière était transporté lors de la première inondation. Donc, une deuxième inondation avec des cours d'eau plus élevés ne transportait moins de bois parce que le bois n'était simplement pas disponible dans la rivière. Et donc, il y avait juste le bois qui venait des glissements de terrain ou autres. Mais donc, ces dynamiques font que les prévisions sont assez compliquées. Donc, ce qu'il faut, c'est davantage d'observations de ce type pour former ce type de logiciel et améliorer les prévisions. Et j'ai vu ce phénomène très clairement sur deux autres bassins versants. C'est ce que tu nous as montré, Virginie. Parce que j'ai vu sur le graphique qu'il y avait un commentaire qu'à Genève, ils ont vu l'opposé, c'est-à-dire pendant la première inondation, il n'y avait pas beaucoup de bois, alors que lors de la deuxième inondation, il y en avait beaucoup. Donc peut-être que c'est lié également au niveau de la rivière et le mouvement du bois. Donc quand le bois est déposé sur les bords de la rivière ou sur les pentes, il faut que l'eau atteigne ce niveau afin qu'il soit emporté par la rivière. Donc, les dynamiques de bois flotté, c'est très difficile, c'est très dépendant des sites et des événements. Donc, c'est pour cela que nous faisons des recherches dans ce domaine. Oui, si le bois arrive lors d'événements orageux de sous-bassins, par exemple à l'amont, hein, les sous-bassins peuvent produire du bois plutôt de versant, ou tout à l'heure, on a parlé de glissement ou d'éboulement. À ce moment-là, ben, ce flux, il peut arriver avec un certain retard par rapport à la crue aval, c'est possible. Si au contraire le bois il vient plutôt par érosion latérale de la branche principale, auquel cas il va arriver au même moment ou juste un peu avant en fait le pic de crue. On l'observe bien souvent en fait dans la basse vallée de l'Ain, quoi. Et en ayant justement les caméras, ça va nous permettre aussi peut-être de mieux se dire, ben oui, ce bois, il arrive avec retard, il vient vraiment de l'amont. Avec une caméra sur le gifre, ben on dira il viendra plutôt du gifre ou plutôt de l'arbre. La différence, une caméra à Genève et une caméra un petit peu à l'amont, on pourra avoir la semine, etc. etc. Donc, tout l'enjeu, c'est de bien caler en quelque sorte ces acquisitions pour maîtriser en fait ces questions-là. Je pense qu'on a appris avec une seule caméra et on va apprendre de nouvelles choses
sur la dynamique du bois avec un réseau de caméras sur un bassin versant. Bon, si on arrive là à la fin de la session, hein, je vous remercie les uns et les autres d'y avoir participé. Je remercie les intervenants qui ont amené des approches très, très complémentaires, très contrastées. C'était très illustré. Je remercie Anita et Lionel qui ont traduit avec beaucoup de professionnalisme les présentations. Donc, comme on vous l'a dit, ces présentations et avec cette traduction, elles seront en ligne sur le site de l'EUR. Et je remercie chaleureusement Elisabeth Leniti qui s'est chargée de toute cette organisation ce matin. Donc, je lui ai posé la question également quand les vidéos seront disponibles, hein, Georges, et elle nous a dit mercredi. Donc, vous pourrez accéder sur le site. Voilà, je pense que tout est dit. On a encore un partenariat avec des collègues anglais et américains sur les flux de bois et un séminaire est prévu en mai prochain, un séminaire qui doit aussi faire le lien entre la production de connaissances scientifiques, notamment sur le site de Génitia, et des gestionnaires de cours d'eau européens pour l'essentiel. Ils pourraient venir d'Italie, de Suisse et évidemment de France. Et j'espère que si vous êtes intéressés les uns et les autres, eh bien, vous serez chaleureusement invités à participer. On va commencer à communiquer un peu sur ce nouvel événement dans le courant de l'hiver, grosso modo. Ce sera tout début mai. Et on aura la possibilité d'aller voir des sites en Suisse également, puisque Virginia va organiser ces visites-là et sur un certain nombre de sites où il y a des enjeux en termes d'obstruction et de gestion du risque. Voilà, merci Georges pour ce commentaire. Effectivement, sur en fait la quantité de bois dans le lit mineur, peut-être Javier ou Virginia ne l'ont pas dit, mais en fait on trace le bois tout au long du réseau, parce qu'effectivement le fait qu'on ne puisse pas prédire le flux de bois par rapport au pic de crue lui-même, ça veut dire en fait que le bassin fonctionne comme une boîte noire et qu'il y a des processus intermédiaires de stockage. Donc, comprendre ce qui se passe dans les branches intermédiaires est évidemment un enjeu très important.